podcast Droit au but est fier de recevoir le journaliste et présentateur des bulletins de sport à RDI et Radio-Canada, l'excellent Meeker Guerrier. Meeker, comment ça va? Ça va très bien, messieurs, et vous-même? Oui, bien, ça merci. Va bien. Écoute, Meeker, on sait que tu es un passionné de basketball et tu as eu la chance, comme nous, de vivre l'époque des années 80 avec Michael Jordan et maintenant avec LeBron James. Meeker, ma première question, c'est qui le meilleur joueur de basket de tous les temps, là? Ben, premièrement, je déteste cette question-là pour plein de raisons. Premièrement, parce que j'ai pas encore réussi à effectuer, mais surtout parce que c'est une époque complètement différente. Jordan a joué dans les années 90. Ça lui a pris du temps avant de devenir le joueur qu'il était. À l'université, il était pas aussi dominant qu'il a été dans la NBA. LeBron James, lui, est arrivé directement de l'université. Il y avait beaucoup d'attentes qui étaient placées en lui. Puis c'est juste phénoménal ce que ces deux joueurs-là ont réussi à faire. Mais mon problème, en fait, avec les comparaisons, c'est que c'est difficile de comparer les époques. Tu sais, toutes les époques sont différentes. C'est un peu comme comparer Maurice Richard et Alex Ovechkin. On n'est pas du tout dans les mêmes époques. C'est pas du tout le même... Bon, c'est peut-être un peu exagéré parce qu'à l'époque de Maurice Richard, il y avait mon équipe aussi, là, mais le jeu a beaucoup changé. Les adversaires étaient différents aussi. Mais moi, il y a une chose qui me marque à chaque fois que je parle de LeBron James et de Michael Jordan, puis j'embarque jamais dans ce débat-là parce que pour moi, il est un peu stérile, un peu futile, c'est que quand on parle de Michael Jordan, on pense tout le temps à des grandes équipes. On pense à Scottie Pippen, toujours, qui était son bras droit. On pense, entre autres, à Tony Kukoc, qui était un tireur de 3 points phénoménal pour son équipe, comme Steve Kerr, d'ailleurs, qui est devenu entraîneur des Warriors de Golden State. Il y avait Dennis Rodman aussi, à cette époque-là, qui jouait avec les Bulls pendant quelques années. Il y avait Horace Grant. On l'oublie, Horace Grant, c'était un joueur complet aussi. Peut-être pas aussi complet qu'un Scottie Pippen, mais c'était un power forward vraiment très excitant à avoir joué, puis qui était très dominant aussi. Il y avait beaucoup de joueurs avec Michael Jordan. Puis c'est pour enlever quoi que ce soit à Michael Jordan, mais on pense à des équipes qui étaient des grandes équipes. Pour ce qui est de LeBron James, je peux pas dire qu'il y avait vraiment des grandes équipes. Oui, il y a eu l'époque du Heat de Miami, où est-ce qu'il est allé rejoindre Dwayne Wade, puis il y a Chris Bosh qui est venu, il y avait Ray Allen aussi, mais il n'y a pas eu il y a pas un sidekick, si on peut dire comme ça, de la qualité de Scottie Pippen qui a suivi LeBron James tout au cours de sa carrière. Oui, il y a eu Kyrie Irving pendant quelques années, mais je regarde là en ce moment là, Love, il fait pas le travail, il est très irrégulier. C'est pas un sidekick à la hauteur de LeBron James ou à la hauteur des coéquipiers de Michael Jordan à l'époque. Puis par-dessus ça, on rajoute ce que LeBron a réussi à faire. 8 finales de suite. Ça s'est vu juste à l'époque de Bill Russell, entre autres des Celtics. Une époque où il y avait moins d'équipes, mais où surtout les Celtics dominaient cette ligue-là. Une ligue qui était à un autre niveau. Donc, je peux pas dire qui était le plus grand des deux, parce que j'ai vu jouer Michael Jordan, puis dans mon cas, c'est encore le meilleur. Mais quand je regarde froidement, LeBron James, juste le fait qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui, puis on se demande qui est le plus grand entre les deux, ça en dit beaucoup sur la qualité de LeBron James, parce qu'il n'y a jamais personne qui est à côté, même à l'époque de Kobe Bryant, on l'a jamais comparé à Jordan autant qu'on le fait avec LeBron James. C'est un peu comme... c'est vraiment difficile à dire là, parce que les deux sont excellents. Oui, vas-y, Jim. C'est drôle que tu amènes justement Kobe Bryant dans la conversation. Justement, il a déclaré cette semaine qu'il fallait arrêter de les comparer un à l'autre, puis plutôt apprécier ce qu'ils font, puis ce qu'ils ont fait, puis je c'est deux joueurs différents, puis c'est juste beau les regarder aller. Là. Je sais pas pourquoi les gens ont les réflexes de dire moi j'aime LeBron, j'aime pas Jordan, j'aime Ovechkin, j'aime pas Crosby, j'aime Ronaldo, j'aime pas Messi. On dirait que l'être humain est pas capable d'apprécier deux joueurs de la même stature. Il faut toujours comparer l'un et l'autre. De chercher le meilleur de... mais il y a plutôt ça. Que les médias ont leur rôle à jouer là-dedans aussi, parce que le sport, c'est pas au-delà des grandes performances, c'est aussi des grandes rivalités, c'est les confrontations. C'est sûr que quand les deux meilleurs se rencontrent, on veut savoir qui est en haut de la pyramide, qui est en haut de la montagne. Fait que c'est normal de les comparer et de dire un tel est meilleur que l'autre. Puis les exemples que vous m'avez donnés, c'est des joueurs qui jouent en même temps aussi. Et Ronaldo, Messi, Crosby et Ovechkin. Mais à l'époque,
Jordan, on le comparait au meilleur de la Ligue aussi, mais il était tellement dominant que c'était impossible d'accoter Michael Jordan, puis c'est devenu une légende pas seulement de son sport, il était plus grand que son sport. C'est ça aussi qu'on oublie de Michael Jordan. C'est lui qui a mis sur la map Nike. Je veux dire, Nike, la compagnie multimilliardaire qu'on connaît aujourd'hui, qui commandait tous les plus grands athlètes du monde, ou presque, ben, c'est presque Michael Jordan qui l'a mis au monde par la publicité puis l'association qu'il y a eu entre les deux. Ça aussi, il faut le considérer quand on compare les deux athlètes, c'est que Michael Jordan, c'est plus qu'un grand athlète. C'est une légende. Mais ça n'empêche pas que LeBron James est en haut avec lui. On a la conversation en ce moment. C'est sûr qu'on a la conversation. Oui, c'est vrai, on peut... Écoute, présentement, là, les deux, là, comme tu dis, c'est sûr que, écoute, tout le monde en parle. Tout le monde parle de cette comparaison-là. J'écoutais même les radios américaines. C'est le sujet de l'heure. LeBron ou Jordan. Juste pour vous donner une coupe de chiffres, là, présentement. Michael Jordan a gagné 6 championnats. LeBron en a 3. Puis ça, faut dire que si Jordan n'avait pas été joueur de baseball pendant 2 ans, là, il aurait sûrement été 8-8, là, GF. Ouais, mais c'est quoi l'idée aussi de... Tu sais, t'es le meilleur de ton sport, puis tu décides, je vais aller jouer avec au baseball. Les Bulls de Birmingham, ouais, c'est ça. C'est ordinaire. Ouais, mais l'idée, c'est que t'as plus rien à prouver. Qu'est-ce que tu fais quand t'as plus rien à prouver à personne? Ben, t'essayes d'autres affaires, puis tu te donnes d'autres défis, puis t'essaies, tu sais. Puis oui, c'est vrai, probablement qu'il aurait été 8-8, mais il y avait d'excellentes équipes à l'époque aussi. Le supporting cast incroyable. Au Knicks de New York, là. Ouais, puis ouais, je veux dire... il y avait d'autres équipes dans la NBA qui étaient très fortes aussi, là, puis beaucoup de gens parlent de la parité dans la NBA à l'époque. Ben, aujourd'hui aussi, là, il y a d'excellentes équipes dans la NBA, mais non, il n'y a pas d'équipe peut-être aussi légendaire qu'il y en avait. Là. Moi, c'est surtout les Knicks à l'époque là, qui viennent en tête. Mais il y a aussi les Pacers de Reggie Miller, entre autres. Karl Malone était encore là. Pendant quelques années, il y a eu Magic Johnson qui était encore présent. Mais il y avait des grands. Puis on se rappelle, on parle de l'époque de la Trinity aussi. Oui, c'est sûr. Moi, je me suis amusé à comparer les statistiques un peu après 15 ans. Là. Puis LeBron James, il est dominant dans la plupart des statistiques que j'ai sorties, justement. Oui. Si tu regardes au niveau des points par partie, LeBron a 27,5 d'average comparativement à 20 pour Jordan. Après 15 ans. Là. Après 15 ans, exactement. Pour les pourcentages de field goal, LeBron, il a 54,2 comparativement à 44,5 pour Jordan. Au niveau des 3 points, c'est 36,7 pour LeBron comparativement à 29,1 pour Jordan. Les rebonds. Au niveau des rebonds et des passes, là aussi, c'est là que LeBron... Donc, tu es en train de me dire que LeBron, après 15 ans, il a des meilleures statistiques que Michael Jordan. Oui, c'est les statistiques qui le prouvent, mais puis en plus, justement, comme on l'entend souvent, ben, il est tout seul dans son équipe. Oui, c'est vrai, Maker. Ouais, il n'est pas aussi bien entouré que Jordan l'a été. Ben moi, c'est ce qui me marque surtout dans le cas de LeBron. Puis il y a un autre point aussi qui est un peu un intangible, c'est que LeBron James, à son âge, a réussi dans la finale de l'Est, dans le 7e match, à jouer 48 minutes. C'est pas un gars qui est ralenti, qui a joué 48 minutes. Je sais pas si les gens réalisent, là, mais il a joué tout le match au complet. Et puis, moi, ça me dit que ce gars-là, c'est pas seulement un bon joueur de basketball, c'est un athlète incroyable qui se garde dans une condition exemplaire et il est capable de réaliser des choses vraiment phénoménales. Donc, c'est qui est le plus grand? Honnêtement, pour moi, la question n'est pas importante. On peut juste dire, ces deux grands, on les compare justement parce qu'ils méritent d'être dans la même conversation l'un et l'autre. Et, on peut juste apprécier le plus grand joueur de basket de son époque en ce moment. Et c'est LeBron James, là, et de loin, là. Absolument. Mika, il nous reste environ 5 minutes. Tu as animé le magazine de soccer FC 919 sur les ondes du 91.9 Sport. Ça doit te faire un pincement au cœur lorsque tu vois que l'Impact de Montréal a une fiche peu reluisante de 3 victoires et 10 défaites. Là. Pincement au cœur, oui, parce que en ce moment, donc, c'est jamais le fun de voir des équipes montréalaises être en trouble. Puis l'Impact de Montréal, j'ai un attachement particulier à l'Impact qui date du début de 94 parce que j'ai commencé en fait 94 environ. Puis pourquoi 94? Parce que c'était la Coupe du Monde aux États-Unis et c'est là que j'ai commencé à apprécier le soccer parce que ça se passait à côté de chez nous, aux heures de grande écoute. Et moi qui n'aimais pas particulièrement le soccer comme à peu près, je dirais 99% des Québécois, je me suis rendu compte que
ben ça pouvait être un sport qui est le fun, même s'il y a 1 ou 2 buts par match, que les joueurs plongent. C'est le classique qu'on entend tout le temps sur le soccer. Et mon père et mon oncle m'ont fait réaliser que faut pas que tu regardes le soccer comme tu regardes le hockey. C'est un sport complètement différent. Oui, il y a des similitudes, mais à la base, tout est dans la construction. C'est un jeu d'échecs, le soccer. Fait que mon attachement à l'Impact date de cette époque-là. Et de voir que cette équipe-là, menée comme elle est, n'arrive pas à gagner, mais n'arrive surtout pas à avoir une identité. Et c'est ça qui me dérange de l'Impact. Au-delà des victoires, des défaites, ça, c'est pas grave. L'identité de ce club-là, c'est quoi? C'est quoi l'identité? Puis, je pose la question, puis j'ai pas la réponse, puis je suis pas le seul à pas avoir la réponse. On n'a aucune réponse présentement. On pensait que cette année, ça aurait été Piatti, sauf que là, présentement, même le président Joey Saputo, est allé d'une déclaration la semaine dernière, a dit que peut-être qu'il serait à vendre. Là. Donc, même là, écoute, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Ça va être un mois de juillet très intéressant. Là. Mais même au-delà des joueurs, là, c'est quoi le style de jeu de l'Impact? Ouais. Est-ce qu'on est une équipe de contre-attaque, une équipe de possession de ballon? Est-ce qu'on est une équipe offensive? Est-ce qu'on est une équipe qui est difficile à affronter? C'est quoi l'identité de cette équipe-là? Je pense qu'il y a un crochet aucun de ces réponses là, présentement. Là. C'est ça. Et en plus, la direction d'équipe, on a l'impression qu'il n'y a pas de plan. Puis même s'il y en a un plan, je me suis fait dire par d'autres collègues en discutant, on disait, le problème, c'est que même s'il y a un plan, on est tellement émotif que aussitôt qu'il y a quelque chose, qu'il y a un pépin, il y a quelque chose qui fonctionne pas, on jette le plan aux poubelles puis on recommence. On recommence à zéro. Recommencer des plans aux 2 mois, là. Ouais. C'est sûr, mais là, regarde Rémi Garde qui lance ses joueurs en dessous de l'autobus. Maker, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, mais écoute, on n'est pas habitué avec ce genre de déclaration-là, là, semaine après semaine, dans une ville comme Montréal. Là. Je sais pas si c'est un phénomène purement européen, mais je ne sais pas. Tu peux pas. Non, mais le problème, le problème, c'est pas de le dire, c'est de le répéter, et 2, cette équipe-là, à ce que je sache, Rémi Garde avait carte blanche. Bon, il n'a peut-être pas eu assez de temps pour construire son équipe non plus, mais moi, ça me dit 2 choses. Soit qu'il n'y a pas carte blanche, puis il essaie de passer un message à la direction d'équipe, soit il avait carte blanche, puis il n'a pas eu le temps de mettre l'équipe à sa main, puis il va le faire en juillet. Mais dans un cas comme dans l'autre, on est dans le trouble chez l'Impact de Montréal. Puis le problème, moi, ce qui me fait peur, c'est de voir des gens se désaffilier de cette équipe-là au fur et à mesure que la saison s'enlise. Parce qu'on s'entend qu'au moment où on se parle, là, on n'est pas encore au mois de juin, puis déjà, on peut presque jeter la saison à l'eau. Ça fait penser à la saison du Canadien de Montréal. Absolument. Comme on dit, on était éliminé à la fête des mères. Là. C'est ça. Non, mais c'est justement, c'est ça. Moi, selon moi, il lance un message autant aux joueurs qu'à la direction. Puis je pense pas que c'est lui qui prend toutes les décisions comme il aurait voulu, comme il était supposé. En tout cas, ça reste à suivre. 3 équipes en reconstruction dans la même ville. Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Je sais pas, c'est peut-être l'eau de la ville qui pose problème. On a eu des problèmes d'aqueduc il y a une couple d'années à Montréal. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait un lien à faire nécessairement entre les 3 équipes. Parce que, c'est 3 organisations complètement différentes. Mais je vous dirais qu'il y a peut-être l'aspect de manque de vision dans les 3 équipes. Il y a un manque de vision à long terme, de préparation et de dire où est-ce qu'on s'en va, quel chemin on va prendre et surtout, 1, qu'on ait un plan, mais 2, qu'on adapte le plan. Pas juste le jeter aux poubelles. Adapter le plan au fur et à mesure qu'on avance. Les 3 équipes ont ça en commun qu'elles ne réussissent pas à mettre un plan en place et à l'exécuter de manière intelligente. On change d'idée en cours de chemin ou on prend des décisions qui ont des impacts à long terme. Je pense entre autres au Canadien de Montréal. On prend des décisions pour le court terme qui nous affectent sur le long terme. Le problème avec ce genre de décision-là, c'est que si tu gagnes pas sur le court terme, c'est fait. Puis je vais en profiter, puis de temps en temps, j'aime bien brasser un petit peu la cage, puis jeter un pavé dans la mort en parlant de l'échange de Piqué. Le problème, c'est pas tant de l'avoir échangé. Puis je pense que cet échange-là en dit autant sur l'équipe que sur l'individu. Oui, il y avait sûrement des problèmes avec l'individu, mais ça en dit beaucoup sur l'équipe qui est pas capable de gérer une étoile comme ça, un joueur spectaculaire qui amène plus à ton équipe qu'il en enlève. Et à l'inverse, ça en dit beaucoup sur la relation que ce joueur-là avait avec l'organisation. Peu importe, si tu penses vraiment que tu dois l'échanger, pas de problème. Mais
tu échanges un joueur qui n'est pas encore arrivé à son apogée contre un joueur qui a passé le pic de sa carrière, qui est plus âgé, qui te coûte plus cher et qui va probablement terminer sa carrière avant. Très bon point. Excellent point. Pour l'échanger, échange-le au moins. Il faut au moins de l'avenir, puis tu roules les dés à la limite, que tu as un joker dans ta manche, un choix de première ronde, par exemple, et tu te dis, ben, ce choix de première ronde pourrait devenir un joueur équivalent ou juste une coche en dessous qui va me permettre de le remplacer dans 5 ans, parce que dans 5 ans, Piqué va être encore actif, il va être à son pic. En tout cas, c'est pas ça qui est arrivé dans le cas de Piqué. Écoute, Maker Guerrier, en terminant, où est-ce qu'on peut suivre tes activités là, en 15 secondes? En 15 secondes, Radio-Canada, je suis autant au sport qu'à l'extérieur du sport. Vous pouvez me voir tous les week-ends à la RDI le matin et également à la radio durant l'été. Je vais être à Lucie Info tous les vendredis avec une chronique de sport. Puis l'année prochaine, c'est à suivre. Excellent. Maker Guerrier, un gros merci, puis j'espère qu'on se reparle bientôt. C'est sûr qu'on va s'en parler, puis sinon, ben il y a toujours Twitter pour continuer à me suivre, puis à jaser, puis à continuer à jaser de sport. Merci. Merci.